Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons donc des écrivains qui veulent partager leurs récits avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir et surtout vous inviter à les lire. Alors, notre invité du jour s'appelle Monsieur Willy Efej Miabatoussa. Bonjour. Bonjour. Écoutez, nous sommes ravis de vous recevoir sur Parlons de livres. Vraiment ravis parce que votre livre nous a emportés complètement. On était en plein dans le récit, on a vécu le récit, mais comme si on y était. C'est que le récit est réussi, limpide. Merci à vous. Alors, merci beaucoup. Avant de parler de votre récit, je vais donc vous demander de vous présenter aux auditeurs. Alors, donc, Willy Efej Miabatoussa, franco-congolais, je réside sur Paris et je travaille donc dans le marketing et la communication en tant que consultant. Et à côté de ça, ça fait quelques années déjà que je m'adonne à l'écriture. Et donc, le premier bébé est le roman que vous tenez entre les mains, et en espérant qu'il y en aura d'autres. Je suis sûre qu'il y en aura d'autres, parce que c'est tellement bien écrit. Hein. Comme vous dites, vous êtes dans la communication, alors là, le message est tellement bien passé. Le récit, on l'a bien compris, même si effectivement il y a des événements malheureux, douloureux, dont il faut se rappeler. Mais vraiment, on était en plein là-dedans. On était vraiment en plein. Et puis, c'est des choses qui servent, parce qu'il n'y a pas que le négatif. Souvent, dans le mauvais, on ressort le bien. Exactement. On trouve toujours quelque chose à dire, même dans les choses les plus tragiques. Alors, donc, Willy, vous allez dire aux auditeurs de quoi vous parlez dans le récit. C'est bien. Voilà. Et donc, le roman se déroule en 1998 à Brazzaville. C'est un roman, en fait, il est certes fictif, mais il est inspiré de faits réels parce qu'il retrace, si vous voulez, l'une des périodes sombres, on va dire, de l'histoire congolaise, hein, qui a été gangrénée par des guerres civiles. Parce que toutes les années 90 au Congo, on a eu 3 guerres civiles. Je dis en parce que j'y étais, puisque j'ai passé une partie de mon enfance au Congo, et donc malheureusement, c'est une période que j'ai connue, et que quelques années plus tard, quand je me suis intéressé justement à l'écriture et que je commençais à penser à la rédaction d'un roman, c'est un sujet qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Donc voilà. Et en gros, l'histoire parle du personnage principal qui se nomme Kuka. C'est un jeune homme, un adolescent comme tant d'autres, hein, qui rêve plein la tête et tente, bon gré mal gré, de reprendre sa vie en main, parce qu'il faut savoir qu'en 98, le pays sort déjà d'une guerre. Donc en gros, on est dans la période transitoire, si vous voulez. Donc à ce moment-là, Kuka, c'est un jeune qui espère passer son bac, c'est un jeune qui espère sortir du pays pour éventuellement aller faire des études et probablement revenir plus tard et essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Et dans son quotidien, il est entouré de ses 2 meilleurs amis, donc Cyr et Gildas, avec qui ils font les 400 coups et ils essaient de refaire le monde à leur manière. Leur vie et semble-t-il sur les rails jusqu'à ce que certains événements viennent un peu les perturber. Et l'un des événements les plus marquants, c'est l'enlèvement de Cyr, donc l'un de ses meilleurs amis, qui intervient un dimanche après qu'ils aient leur match de foot dominical. Et à partir de cet événement qui est d'apparence anodine, parce que à ce moment-là, en 98, les enlèvements, les arrestations sont légion. Et au départ, on pense effectivement qu'il y a, on va dire, on est dans cette suite logique voilà, du contexte du pays dans lequel on est, mais on se rend compte petit à petit que cet événement est beaucoup plus complexe, plus sombre qu'il n'y paraît, et qui va mêler à un enchevêtrement de situations comme ça. Cyr est enlevé par l'armée, par les soldats. C'est ça. Voilà. Par des éléments, des services de sécurité de la présidence. Voilà. Et voilà. Après, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est légion à cette époque-là. Et donc, à ce moment-là, outre l'ébahissement, outre le fait de se dire, bon, il est enlevé, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'au fil en aiguille, que cette histoire, finalement, prend des proportions un peu plus aggravantes, puisqu'il va mener à une succession d'événements un peu plus tragiques et peut-être rocambolesques aussi. Tout à fait, tout à fait. On voit ce qui se passe un petit peu dans la plupart des pays africains, où l'armée est sous l'égide du pouvoir en place, voilà, ils commettent des exactions qui ne sont pas condamnées, ni encore moins punies. Et dans ce cas, il y a les rebelles
et l'armée, voilà, donc les ninjas contre les cobras. Et que Exactement. Voilà. Voilà, pour être un peu plus clair, les années 90 au Congo ont été une période en fait qui ont permis l'avènement des milices. C'est-à-dire que chaque baron du régime avait, comme qui dirait, sa propre armée. Hein, il n'y avait rien de légal là-dessus. Et la singularité, c'est que même le président de la République avait sa propre armée. Si bien qu'en fait, quand il gagne la guerre et qu'il s'installe de nouveau à la présidence, l'armée est en fait un mélange des genres. C'est-à-dire qu'on a certes quelques officiers qui sont appelés des militaires de formation, mais le plus souvent, ce sont des miliciens qui l'ont accompagné et qui, parce qu'il fallait les recaser et probablement les discipliner, ont endossé l'uniforme de l'armée. Ce qui crée une confusion des genres, mais qui se répercutait à l'époque en fait par les exactions, les enlèvements, parce qu'en réalité, ce qui primait, c'était la loi du plus fort. Donc, celui qui a l'arme représente donc le pouvoir en place, représente donc la loi, c'est ce mélange des genres en fait dans lequel effectivement Bouka, Assir et Jida sont baignés durant cette époque. Un vrai mélange des genres. Un vrai mélange des genres. Parce que finalement, en lisant le récit, on se rend compte que c'est le peuple en fait qui est livré en pâture entre deux forces qui se combattent pour des intérêts personnels, mais en fait, c'est pas aucun ne prend en compte les intérêts du peuple. Non. Et c'est ce qui est dramatique parce que, et c'est d'abord la raison pour laquelle j'ai choisi justement de prendre comme personnage principal un jeune, parce que en réalité, ceux qui trinquent le plus durant ces conflits, c'est les jeunes, c'est la jeunesse qui en pâtit. Parce que lorsqu'un pays sombre dans la décadence, c'est la jeunesse qui en pâtit. C'est la jeunesse qui ne va plus à l'école, c'est la jeunesse qui sombre dans la violence. Et comme vous l'avez dit, tout ça pour garantir les intérêts individuels d'une petite minorité de gens qui n'en ont rien à faire en réalité de ce qu'il advient de toutes ces personnes. Et c'est d'autant plus dangereux qu'en fait, ils mettent souvent ce mot que je vois un petit peu, comme j'ai dit, je vois ce qui se passe un peu dans la plupart des pays africains. On parle de tribalisme. Mais en fait, dans le tribalisme, comme vous dites, ce sont ces minorités qui sont à la tête de chaque groupe. Voilà, l'autre représente l'autre par exemple du sud, l'autre est du nord. Il trouve des petits sous-fifs autour de lui qu'il manipule, qui combattent dans l'armée, tout ça. Mais en fait, quand on regarde bien, que ça soit nord ou sud, le peuple paye. Vous voyez, exactement. Le tribalisme, en fait, ne concerne que ces deux groupes qui se battent entre eux, mais finalement, les dégâts sont tellement collatéraux que tout le monde en pâtit. Que ça soit nord-sud, en fait, voilà. Voilà. En fait, si vous voulez, moi j'ai tendance à considérer le tribalisme comme une plaie. Mais c'est une plaie qui est instrumentalisée par les hommes politiques. Parce qu'en réalité, prenez juste l'exemple de l'école. Moi, comme je vous ai dit, j'ai passé une partie de ma jeunesse au Congo. Et à l'école, quand nous grandissions, il n'y avait pas de différence entre celui qui venait de telle ou telle ethnie. On s'appelait par prénom et non par nos autres familles. Mais ce qui se passe quand des hommes politiques, pour satisfaire leurs intérêts, décident de plonger le pays dans le chaos, eh ben, ils instrumentent justement cette jeunesse en leur brandir en fait des concepts auxquels ils sont totalement étrangers. Donc on va leur dire, écoutez, si vous ne prenez pas les armes, c'est tant pis pour vous parce qu'eux, ils vont vous tuer du fait que vous venez du nord ou du sud. Et tous ces jeunes se laissent embarquer comme ça. Et je vais même vous illustrer ça par un exemple. Quand vous prenez le cas des milices armées justement qui sont à la solde de tous ces hommes forts, bien souvent, tous ces jeunes vont se regrouper d'abord sur la bannière ethnique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller avec un homme politique parce qu'il partage ses convictions. Ils partiront parce qu'il est de leur ethnie, parce que le nom de famille de cet homme appartient à une certaine caste. Et que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et ça mène à des ignominies, parce qu'en réalité, la guerre civile, je ne veux pas dire qu'il y a de bonnes guerres, mais la guerre civile, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. C'est des gens d'un même pays qui se tirent dessus. Et là, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre propos, c'est qu'on a d'une part, vous avez une milice, les uns vont s'identifier comme ninja, les autres vont s'identifier comme cobra, et bien souvent, c'est sous le paravent ethnique qu'ils vont se regrouper, et c'est ce qui va les motiver à leur tirer dessus. Mais tenez-vous bien, ils n'en tirent aucun avantage, parce que les gagnants sont celles et ceux qui leur fournissent ces armes. Exact, exact. À un moment, j'ai bien aimé cette phrase dans le livre, vous dites le pouvoir, c'est comme l'alcool, ça peut rendre ivre. Et vous illustrez beaucoup d'exemples. Le jeune Aya
qui fait le père est devenu, dans le nouveau gouvernement. Miangou, ancien milicien, devenu homme d'affaires. Qui encore, ils sont nombreux, le monsieur qu'on dit, le président a dit, monsieur le président a dit, toutes ces personnes qui vraiment sont imbues d'elles-mêmes, où l'arrogance vraiment atteint un niveau, c'est que des personnes qui étaient simples au départ, celui qui se fait appeler monsieur le conseiller, qui apparemment était opposant. Exactement. En fait, ce que vous soulignez, c'est très symptomatique. Pas que du Congo, mais de tous les pays africains qui subissent justement ce genre de situation. Parce qu'en gros, là, vous avez souligné, donc on a l'avènement des hommes forts, parce que durant et après une guerre civile, ce qui se passe, c'est qu'on a des anciens combattants qui deviennent finalement des hommes forts, parce que l'arme leur a permis de se faire de l'argent, mais pas de l'argent qu'ils auront eu parce qu'ils auront un MBA en marketing, non. C'est tout simplement que ça leur permet de braquer, de racketter, et personne n'ose opposer une résistance parce que ils représentent non seulement le pouvoir, mais en même temps aussi l'arme qu'ils ont en leur possession est plus ou moins dissuasif. Et également aussi, là quand vous parlez donc, de tous ces personnages, on a donc ceux qui avaient certes des convictions, mais qui par moment, par sécurité ou tout simplement parce qu'ils se disent qu'en allant de tel côté, de tel bord politique, ça me permet d'accéder à la Montjoie, et c'est, si vous voulez, l'environnement auquel, justement, malheureusement, beaucoup de pays sont encore enfermés. Et c'est totalement délétère parce que vous avez parlé de Aya, donc, qui est ce jeune qui, du fait justement que son père ait accédé à des postes à responsabilité, change du tout. Et regarde même ses amis avec condescendance. Et en créant justement ce genre de personnage qui a fait rire certains et choqué d'autres, moi en fait ce que je voulais mettre en avant simplement, c'est le caractère délétère justement de tout ça. C'est-à-dire que, outre les ravages qui sont physiques, avec des maisons détruites et ainsi de suite, mais la destruction elle est aussi mentale. Parce que bien souvent, à l'issue d'une guerre, les gens sortent de là dans un état de délabrement mental qui parfois met des années à guérir, parce que et on a même certains qui malheureusement perdent la tête. Donc quand j'ai parlé de cette question du pouvoir justement qui rend ivre, c'est une pensée en fait qui est tout à fait illustrative parce que ça montre en fait à quel point l'homme est faible et à quel point l'homme peut facilement devenir pervers. Tout ça, pourquoi? Pour garantir ses intérêts, pour s'enrichir et pour donner l'impression qu'il est une sorte de demi-dieu. Exact. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais vraiment, on se rend compte à quel point c'est lourd. On entend qu'il y a des guerres dans tel pays, mais c'est tellement lourd. Toutes les répercussions qu'il y a derrière, les déplacements de population, des enfants qui se retrouvent sans les parents, des familles scindées, qui ne se retrouvent pas. Et on se dit après, en regardant dans ce cas les ninjas et les cobras, qui, omnubilés dans leur... vraiment dans un autre monde, complètement. Oui, Capri, mais c'est incroyable. La violence dans les deux camps. C'est une violence inouïe envers les populations également. Alors là, vous soulignez un point qui est très important. La violence dans les deux camps. Parce qu'effectivement, dans ce récit, moi, ce que je mets en avant justement, c'est la guerre au sens large. C'est ce à quoi Montessir et sa bande d'amis. Mais surtout, je mets un point d'honneur à spécifier que la violence n'a pas de camp, en fait. Exact. Il n'a pas de camp, il n'a pas de couleur politique et pas d'ethnie. C'est-à-dire que à un moment du roman, je parle justement du fait que Kuka se sent engoncé entre, d'une part, ceux du pouvoir qui le maltraitent et d'autre part, les ninjas qui le maltraitent également. Donc on est un peu sandwich entre tout ça. Et là, encore une fois, c'est le citoyen lambda qui trinque. Parce que la violence, une fois qu'elle est exercée, peu importe le camp d'où il vient, les deux sont les mêmes. C'est ça, c'est ça. Regardez la fameuse liste. La fameuse liste. Vous imaginez un petit peu que vous grandissez dans un quartier avec des camarades. Des camarades. Et puis quand arrive un truc comme ça, vous savez qu'il y a une liste. Le réflexe de Kuka qui veut vite aller avertir Gildas. Vous voyez un petit peu? Exactement. Mais là, c'est le summum de l'ignominie, j'ai envie de dire. Parce que
dans ces moments-là, on s'aperçoit en fait que l'homme oublie, en fait, il laisse son humanité dehors. C'est-à-dire que là, c'est des réflexes animaux qui prennent le pas. Parce qu'on a fait justement à se dire que tous ceux qui sont de telle ethnie ou de tel bord devront trinquer, sans prendre en compte, si vous voulez, les situations des uns et des autres, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais malheureusement, c'est ce dans quoi, justement, ils baignent. Et, comment dire, le raconter comme ça, ça nous heurte, mais en même temps, ça nous interpelle aussi sur notre capacité, si vous voulez, à nous déshumaniser. Et ça, moi, j'ai vraiment voulu le mettre en avant. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de choquer pour choquer, parce que, certes, ça reste une fiction, mais c'est des choses que l'on a vues, hein, mais il était vraiment question de montrer, en fait, à quel point, justement, les limites de l'être humain, jusqu'à quel niveau elles peuvent atteindre, en fait, pour nous pousser à commettre ce genre d'acte. Et j'ai vraiment aimé ce récit. Vous faites preuve de décentrement. Vous nous éclairez. On ne sent pas un parti pris quelconque. C'est vraiment un roman. Et je suis d'autant plus hébété que vous dites que vous l'avez vécu. Donc vous aurez pu avoir, vous savez, souvent on a après des remous par rapport à tel régime, voilà, mais voilà. C'est vrai, la tentation, cette tentation, elle n'est pas, comment dire, elle est présente chez certains, mais moi j'ai un gros effort intellectuel d'abord, parce que ce qui m'animait, j'avais à cœur en fait de raconter ces événements-là, pas à la manière d'un documentaire, mais dans le cadre d'un roman. Je voulais distraire les gens, donc leur faire découvrir déjà mon style littéraire et ainsi de suite, mais surtout les emmener aussi à être sensibilisés sur ce qui peut se passer dans ces pays, sur ce que subissent certains jeunes. Et je m'étais dit que si je n'arrivais pas à prendre de la hauteur sur mon texte, sur mon récit, il n'allait pas être consistant. Donc j'ai dû faire un gros travail, mais vraiment un gros travail de mental, de sorte à pouvoir écrire en plongeant les gens dans le récit, de sorte à ce qu'ils en ressortent édifiés et non pas orientés vers telle ou telle situation. Voilà. Et je espérais avoir atteint mon but. Vous l'avez réussi. Il est vraiment réussi. Et c'est ça. Les camps, ces camps souvent qui se créent, quand on regarde bien en fait, c'est aussi une leçon parce que vous apportez, il faut vraiment le lire, les jeunes qui nous regardent, voir un petit peu ces situations qui se passent en Afrique en général. On oppose deux camps, c'est le peuple qui paye, ces jeunes qui vont dans la rue pour combattre, voilà, prendre le parti, tel parti et pas l'autre parti, mais qui en définitive ne gagnent rien du tout parce que quand l'un des camps gagne, rien ne change. La corruption est toujours là, tout est là, hein. Le racket. Tout. Vous parlez de justement, c'est à la main bleue, le port du Congo à la main bleue, où quel que soit le parti qui était là, quelle que soit la couleur politique qui était là, les ninjas, à un moment, ont effectivement fait de la contrebande, du racket, voilà, racketé. Les ninjas, les autres, c'est les cobras, voilà, tous font pareil. Exactement. Voilà. Et tout au long du récit, en fait, Kuka, au gré de ses déplacements, de ses aventures, il est tant maltraité du côté des cobras ou des forces gouvernementales que du côté ninja. Et le mot qui ressort dedans, en fait, c'est violence. Parce que les gens sont animés de violence. Et à ce moment-là, c'est même d'autant plus dramatique que quand vous arrivez dans certaines zones, il n'y a même plus en fait une question d'ethnie, il n'y a même plus en fait une question d'origine. C'est juste qu'un larme dicte les ordres. Oui, dans le pool, ce qui se passe dans le pool, même réellement, comme ça, j'avais entendu dans le pool, les gens étaient massacrés dans le pool, mais dans le pool. Mais il n'y a pas que les soldats en place du régime qui ont fait les milices et les rebelles censés protéger le pool. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes? C'est vraiment dommage. D'après eux, ça c'est d'après eux. Comme vous remarquez au long du récit, moi j'essaie de les dépeindre un peu parfois de manière caricaturale parce qu'ils se sentent vraiment animés par je ne sais quelle puissance et revêtus de je ne sais quelle responsabilité. En réalité, ce sont des bêtises, des falaises. C'est des gens qui ont perdu du fait justement d'être armés et qui se sentent investis d'une mission peut-être divine, je ne sais pas, mais voilà, dans les faits, c'est plus
plus des gens qui mériteraient d'être enfermés hein, dans un asile. Ah oui. Donc, et on se rend compte effectivement, donc, sur cette phase que vous évoquez, c'est que arrivé là, eh ben, là où ils pensaient peut-être reprendre un peu voilà, un bon bol d'air, eh ben, ils se retrouvent cette fois-ci livrés à cette fois-ci, c'est cette bande d'illuminés qui entendent leur faire payer justement le fait d'être venus là, quoi. Waouh! Et là, histoire de déchausser, et c'est réel ça qu'il fallait se déchausser? Alors C'est réel? oui. Moi, je peux vous en parler d'autant plus que j'ai effectué une partie de ce trajet. Et effectivement, en fait, si vous voulez, dans le livre, ce que je dépeins concernant les rebelles ninjas, notamment, et toute la partie spirituelle, l'obscurantisme spirituel dans lequel ils sont enfermés, ça, c'est tout à fait réel. C'est-à-dire qu'en 98, il faut savoir que les ninjas avaient réellement l'impression d'être investis d'une sorte de mission divine. Et donc, ça allait avec certaines règles qu'ils faisaient subir aux populations. Et l'une des plus parlantes et l'une des plus aussi drôles, si je puis dire ça comme ça, c'est le fait qu'ils contraignaient tout le monde à marcher pieds nus. Donc, je vous laisse imaginer un vendredi en train de marcher quand il fait plus de 30 degrés et avec le sol d'Afrique qui vous brûle justement les pieds. Et ça, c'est pas sur 100 mètres, hein, c'est sur des kilomètres. Donc, vous aviez des gens qui parcouraient des centaines et des centaines de kilomètres pieds nus. Et moi, je me rappelle, à assister à des gens qui se faisaient molester parce qu'ils avaient osé remettre leurs chaussures. Et donc là, on se demande, aujourd'hui, plus d'une vingtaine d'années après, mais je me dis, mais tous ces gens-là méritaient peut-être de finir dans des asiles psychiatriques, hein, parce que ce qu'ils faisaient faire aux populations dépassait l'entendement. Ah oui, complètement. Oh là là. Alors, la question que je me pose et que beaucoup se posent depuis la fin de cette guerre au Congo, comment le pays a pu se reconstruire sans qu'il y ait eu réconciliation? Alors, c'est une question qui est très intéressante que vous me posez, qui est en même temps très complexe. Je vais vous dire que la reconstruction à laquelle vous faites allusion, pour moi, c'est une reconstruction de façade en réalité. Voilà, je le dis sans prendre de gants parce que cette réconciliation n'est possible que parce que celui aujourd'hui qui a pris le pouvoir par les armes, il faut le rappeler, a peut-être appris des erreurs du passé et a resserré sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire que certes, qu'il n'y a plus de prolifération de milices comme jadis, mais c'est une seule personne qui règne, et parce que justement, il règne par la force et qu'il fait en sorte de maintenir une sorte de cadenas sur la population, c'est une réconciliation, enfin, c'est une paix de façade. Et moi, j'ai tendance à dire justement que c'est ce qui même rend la situation congolaise actuelle dangereuse. Pourquoi? Parce que dans la mesure où il n'y a jamais eu de réconciliation nationale entre les différents peuples, entre tous celles et ceux qui ont été maltraités, entre tous celles et ceux qui ont perdu des gens, eh ben, on n'est pas à l'abri qu'un jour, les mêmes choses, les mêmes causes puissent produire les mêmes effets. Ouais. Et c'est aussi l'objet justement de la rédaction de ce roman, parce que le gouvernement, depuis la fin de ces conflits, plutôt que d'enseigner ces choses-là aux jeunes, notamment au travers des universités, des lycées, maintient une sorte d'omerta là-dessus. Et ben moi je dis qu'il n'y a pas plus dangereux en fait. Il n'y a pas plus dangereux parce que tourner le dos aux horreurs du passé ne nous aide pas à avancer. C'est ça. Il faut sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui sur ce qui s'est passé hier, concernant les conséquences, de sorte à ce que demain, si jamais ils étaient tentés de prendre le même chemin, qu'ils en soient dissuadés, tout simplement. C'est ça. Et où en est l'affaire des disparus du beach? Alors, l'affaire des disparus du beach, c'est une affaire qui est très complexe, dans la mesure où on a eu en fait pas mal de mouvements au début des années 2000, hein, parce qu'il faut savoir que nombre de familles de rescapés du beach avaient déposé des plaintes, notamment en France. Et la dimension politique, diplomatique de cette affaire fait que ça traîne toujours. Il y a un volet, en fait, l'État congolais, du fait d'avoir été acculé sur le plan médiatique, parce qu'au départ, ils essayaient de maintenir cette affaire dans le flou, mais quand les familles des disparus ont commencé à taper du poing sur la table et à essayer d'attirer l'attention des médias, les autorités congolaises, au milieu des années 2000, ont organisé un procès.
mais j'ai envie de vous dire que c'est un procès de façade dans la mesure où on va dire tous les présumés coupables de ces exactions avaient été relaxés, sans exception. Donc on a des centaines et des centaines de personnes qui sont mortes, on le sait, massacrées par des éléments des forces gouvernementales, et il n'y a aucun coupable. Et donc à ce moment-là, la plainte a pris une dimension internationale avec notamment des familles qui ont continué avec des associations de défense de droits de l'homme et ainsi de suite, qui ont mené des actions en France pour que se tienne un procès. Mais jusqu'à présent, ce procès n'a toujours pas abouti. On ne sait pas quand est-ce que ce sera le cas et on ne sait pas non plus ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une sorte de frémissement là-dessus. Mais disons que l'affaire n'est toujours pas close. Vis-à-vis de l'État congolais, c'est clos parce qu'ils ont organisé leur procès où tous les prévenus ont été totalement disculpés. Et vis-à-vis des familles de victimes et même des rescapés, rien n'est clos, puisque ce n'est pas normal que ce qu'on peut qualifier donc, de crime contre l'humanité. Et j'emploie ce mot-là pourquoi? Parce que là, on a massacré des réfugiés politiques, des réfugiés. Hein, on a massacré des réfugiés. Donc, parce que l'affaire des disparus du beach, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, brièvement, c'est que justement donc, le conflit dont je parle dans ce roman, et qui a vraiment eu lieu, a emmené nombre de Congolais à se déplacer, à fuir le pays et à aller du côté de la République démocratique du Congo, donc le Congo voisin, où ils sont restés un certain temps dans des camps de réfugiés. Et donc, au moment de revenir à Brazzaville, à l'arrivée au port de Brazzaville, sur une période donnée au milieu des années 99, chaque jour, on avait des dizaines qui disparaissaient sans raison apparente. Et ces personnes-là, on ne les a jamais revues. Et donc, on parle d'à peu près 353 disparus, ça c'est officiel, mais officieusement, il y en a un peu plus. Et le fait est que personne n'a jamais obtenu réparation, ni même de réponse réelle quant au sort qui leur avait été réservé. Voilà. Donc c'est extrêmement sensible comme question, mais là encore une fois, voilà, moi j'ai bon espoir qu'un jour on puisse avoir le fin mot de cette affaire, même si c'est politique, diplomatique, et que c'est des fois des ressorts qui nous échappent, mais je pense qu'un jour on aura le fin mot de cette affaire. Ah oui, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à faire bouger les choses. Sinon, ça serait dommage. Comme vous dites, après, les choses se répètent. Ils savent qu'il y a impunité, les choses se répètent. C'est important justement, et c'est là l'utilité du devoir de mémoire. Parce que quand j'ai écrit ce livre, qui est, comme vous l'avez vu, c'est un livre qui est très dur, mais aussi parfois très drôle, puisque je parle de différentes choses. Mais la thématique, effectivement, elle est lourde. Mais moi, j'aime à rappeler aux gens que justement, c'est parce qu'elle est lourde qu'il faut en parler. Et c'est parce que justement qu'il faut continuer de marteler ce message, de sorte à ce que dans 10 ans, dans 20 ans, ça ne puisse jamais arriver. Parce que moi, ayant vécu ces conflits-là, à l'époque, je ne croyais pas non plus vivre une guerre de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand la guerre nous tombe dessus, qu'il y en a une autre 2 ans après, qu'il y en a une autre 3 ans après, là on se dit, ça devient sérieux cette affaire. Et aujourd'hui, quand je regarde un peu dans le rétroviseur et que je vois le chemin qu'on a parcouru, en observant la société congolaise, en regardant où est-ce qu'elle en est en matière de réconciliation nationale, en matière de gestion du tribalisme, je me dis que le chemin est encore long. Et donc, il faut peut-être continuer de sensibiliser comme ça, de sorte à happer comme ça certains jeunes, et on verra lesquels seront sensibles à notre message, mais toujours dans l'optique d'éviter que les mêmes causes puissent produire les mêmes effets. Les mêmes effets, effectivement. Écoutez, c'est vraiment, il est intéressant, il est très édifiant. Très édifiant. Et on va essayer de terminer sur une touche positive en parlant de cette région du Poul, parce que vous dites que c'est le grenier du Congo, le Poul. Vous parlez de ces beaux paysages à découvrir, la visite des chutes comment vous appelez, les chutes de Lufulakari? De Lufulakari, oui. Qui sont situées à un peu moins de 80 km de Brazzaville. Et sont formidables. Si vous avez l'occasion d'aller les visiter, faut pas hésiter. Voilà. Et en gros, ce que j'ai voulu mettre en lumière, justement, en évoquant tous ces paysages, en évoquant aussi cette singularité du Poul, son potentiel agricole et tout le reste, c'est que
c'est un département qui, n'eût été certains chamboulements, gagnerait justement à être beaucoup plus attractif et mis en valeur. Et aujourd'hui encore, c'est un des plus beaux départements du Congo. Et voilà, donc je pense qu'il est aussi important de le souligner, de sorte à ce qu'on ne reste pas uniquement sur la noirceur. Oui. Oui, non, vous avez bien souligné, j'ai tout bien noté, hein, la visite des chutes de Lufulakari, qu'est-ce qu'il y a encore, on peut admirer les légendaires grottes. Ah, les grottes, ça donne vraiment envie d'aller voir ça, hein. Les légendaires grottes, les couchers de soleil, on peut admirer, magnifiques couchers de soleil, contempler les... Par contre, là, vous allez nous expliquer ce que c'est, les cocos barbus. Alors, là, c'est un nom, comment dire, scientifique. C'est des petits poissons en fait que l'on trouve dans le sud-est du Congo, sud-est du Congo Brazzaville et aussi sud-ouest du Congo RDC. Et c'est des poissons comme ça que l'on trouve dans des endroits bien spécifiques et à qui certains attribuent en fait des pouvoirs un peu particuliers et qui sont moins agréables à regarder. Donc voilà. Bah, après, si vous voulez. Aujourd'hui, je ne sais même pas si ces poissons sont encore aussi nombreux. Mais voilà, c'est important aussi de glisser un peu toutes ces petites billes. C'est pour ça que voilà, j'essaie de plonger aussi dans le conte, où je parle de sirènes, je parle de tout ce qui est à ça participe finalement de la culture congolaise, hein, de manière générale. Bien sûr. Alors, on ne va quand même pas terminer sans lire un petit passage, un de vos beaux passages, parce qu'il y en a plusieurs dans le livre. Mais j'ai choisi celui-là parce qu'il a trait quand même, il a un rapport avec le titre que vous allez nous commenter en dernier. Alors, à la page 173, d'accord. Vous parlez donc de Taluzolo, qui effectivement était dans ce village. C'est un ancien du village qui avait accueilli pas accueilli, il s'est fait imposer les miliciens chez lui. Il dit en fait, dans les légendes animistes, les lucioles revêtaient un caractère sacré et étaient considérées comme les âmes sœurs des êtres humains. Les lucioles. Leur lien était tel que la mort d'un être humain entraînait systématiquement celle d'une luciole. Par conséquent, chaque fois que des personnes mouraient, on disait que les lucioles s'étaient arrêtées de briller. C'est un beau passage. Et les passages comme ça, il y en a plusieurs dans le livre, parce que quand on parle, c'est général à l'Afrique, les coupures d'électricité, coupures d'eau, déferlantes, comme vous dites, des déferlantes électriques. C'est malheureux parce que c'est commun à l'Afrique, ça. Il y a toujours des coupures d'électricité, des coupures d'eau, mais ça n'a pas changé. Les usagers payent des factures incroyables. Et ça, personne ne fait rien pour ça. C'est quand même révoltant. Ça, c'est comment dire, c'est pire que rançonner, c'est pire que du racket au peuple, ça. Hein? Ouais, je vous le cache. Et alors, justement par rapport à ça, à ces coupures abusives, vous dites, c'est à ce moment-là que les lucioles profitent d'un instant de gloire. J'ai aussi aimé cette phrase. C'est ça. En fait, oui, si vous voulez, et ça c'est dans beaucoup de capitales africaines, hein, et ça c'est quelque chose aussi que je tire de mon enfance, c'est-à-dire que les délestages, les coupures d'électricité, elles arrivaient sans prévenir. Vous pouvez regarder un match de foot, et là, poum, tout s'éteint. Et la particularité, donc en Afrique, c'est qu'on s'éclaire aux lampes tempêtes. Et généralement, chacun met une lampe tempête devant l'entrée de sa maison, de sorte à pouvoir s'éclairer. Et quand vous êtes, on va dire, en contrebas, par exemple, du quartier, et que vous observez, vous avez l'impression, effectivement, que ça scintille de partout. Et il y a aussi des lucioles qui s'y mêlent. Parce qu'effectivement, Brazzaville est rempli de lucioles. Mais on ne les voit pas souvent. Mais du fait, justement, du délestage, à partir de certaines heures, quand vous allez vous promener, vous allez voir que ça scintille de toutes parts, et ainsi de suite. Magnifique. Magnifique. Alors maintenant, précisez-nous le titre, Quand les lucioles s'arrêtent de briller. Pourquoi avoir choisi ce titre? Vous avez lu cet extrait concernant justement ce conte, que je tire là aussi de mon enfance, qu'un de mes oncles me racontait, parce qu'en réalité, si vous voulez, il m'expliquait que les lucioles, en fait, ça représente la vie. Hein? Donc, elles scintillent, donc autant qu'elles scintillent, c'est qu'il y a de la vie. Mais en fait, plus
si vous voulez, le pays est maltraité, plus le pays est dévasté, et plus ces lucioles disparaissent du paysage. Généralement, elles sont là où il y a beaucoup d'herbes et ainsi de suite, mais quand les herbes brûlent, il n'y a plus de lucioles. Et vu que les lucioles, dans ce conte, sont liées à la vie et qu'elles sont, comme qui dirait, associées aux êtres humains, et ben, dans le cadre justement de cette guerre, on s'est rendu compte que malheureusement, beaucoup de lucioles s'étaient arrêtées de briller. Voilà. Exact. Écoutez, un grand merci à vous. Un grand merci à vous. On ne finit pas. Vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on trouve votre livre? Écoutez, pour ceux qui sont en métropole, en France, il est disponible dans toutes les librairies. Ceux qui sont loin, tous les sites de vente en ligne, voilà, ils peuvent se le procurer en tapant uniquement mon nom et puis ils le trouvent. C'est ça. Voilà. Pareil pour ceux qui sont sur le continent africain. Alors voilà, mesdames et messieurs, quand les lucioles s'arrêtent de briller, vraiment lisez-le, lisez ce récit. Il est tellement bien écrit et puis c'est un sujet qui reste d'actualité. Voilà, un grand merci à vous. Bon, écoutez, merci bien et puis à la prochaine. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, donc nous venons d'écouter avec grande attention Monsieur Willy Elfège, un très beau récit par rapport à ce conflit armé qui a eu lieu au Congo à partir des années de juin 1997. Alors ce dont on n'a pas parlé, c'est dès le début, il parle quand même de cet illustre personnage, il est important que je le souligne là, il s'agit de Monsieur André Grenard Matsuwa. Il a été un grand acteur de la lutte contre le colonialisme. Il a créé un mouvement d'aide aux tirailleurs sénégalais également. Et il est parmi les fondateurs de l'amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française. Donc cet illustre personnage a donc des noms de rues au Congo. Il parle de rue ou d'avenue, l'avenue Matsuwa. Et à Kinkala, qui est donc une ville du Congo, dans la cour de la préfecture, il y a sa statue qui est dressée et il le souligne, M. Willy le souligne dans le texte que malgré tous les dégâts, la ville était tellement dans les décombres que seule la statue de M. Matsuwa était restée debout, comme on dit. Voilà, alors très beau récit qui nous ramène donc dans ces événements malheureux qu'a connu le Congo. Voilà, lors de la guerre civile, mais il faut retenir des leçons comme quoi les groupes rebelles, les milices, les soldats, les gouvernements, des dictateurs, tout ça, c'est en général la même chose. Ils ne se préoccupent pas de la population, ils sont plutôt dans les conflits, c'est des conflits d'intérêts. Voilà, parce que quand on lit le récit, on voit que le peuple est la victime. Le peuple est vraiment la victime dans tout ce qui se passe, toutes ces violences qui sont faites et c'est vraiment dommage, c'est vraiment malheureux et on ne peut qu'espérer que le monde avance voilà, dans une meilleure approche de tout ce qui est politique, socio-économique, politique. Quand est-ce prendra fin toute cette corruption, le népotisme, voilà, les disparités, la paupérisation des populations. Quand on vous dit que dans des pays comme le Congo ou en général dans l'Afrique, l'eau est un luxe. L'eau est un luxe, mais c'est aberrant, c'est aberrant. Lisez ce beau récit et il nous édifie, On ne peut qu'espérer le meilleur pour l'avenir. Voilà, mesdames et messieurs. Vous aimez Parlons de livres, n'oubliez pas, encouragez-nous, abonnez-vous, subscribe, mettez le pouce et partagez. Voilà, on se dit à très bientôt. Merci.